Je me souviens de chaque détail de ce samedi matin de juin. Le soleil brillait à travers les fenêtres de mon petit studio, illuminant la robe blanche que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Sur mon bureau, la toge noire et le mortier attendaient sagement. J'avais 23 ans, et dans 3 heures, j'allais recevoir mon diplôme de master en finance avec mention très bien. 4 ans de sacrifices, de nuits blanches, de repas sautés pour payer mes factures. 4 ans à jongler entre 3 emplois à temps partiel et mes études. 4 ans à espérer qu'un jour, ma mère serait fière de moi. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. « Mathilde, je suis désolé. Impossible de venir. Thomas a une compétition de football aujourd'hui, tu comprends, n'est-ce pas? Félicitations quand même. Bisous. » J'ai relu le message 3 fois. Mes mains tremblaient. Thomas, mon demi-frère de 15 ans, fils de Patrick, le nouveau mari de ma mère. Une compétition de football. Un match parmi tant d'autres, plus important que la remise de diplôme de sa fille aînée. Ce n'était pas la première fois qu'elle me laissait tomber. Depuis son remariage il y a 8 ans, j'étais devenu invisible, une étrangère dans ma propre famille. Patrick avait 2 enfants d'un premier mariage, Thomas et Chloé. Maman en avait eu un autre avec lui, le petit Lucas, maintenant 6 ans. 3 enfants qui avaient pris toute la place, qui avaient volé ma mère. Je me suis assise sur mon lit, ma robe blanche froissée entre mes doigts. Les larmes brouillaient ma vision. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais appelé, où mes appels étaient restés sans réponse. À Noël dernier, quand elle avait oublié de m'inviter au repas de famille. À mon anniversaire, il y a 2 mois, quand elle m'avait envoyé un simple emoji cœur en guise de cadeau. À toutes ces années où j'avais mendié son attention, son amour, sa présence. Tu comprends, n'est-ce pas? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprendrai jamais comment une mère pouvait choisir un match de football plutôt que la remise de diplôme de son enfant. Comment elle pouvait effacer 23 ans d'histoire pour une nouvelle famille recomposée. Je suis allé à la cérémonie seul. J'ai marché seul vers l'estrade quand mon nom a été appelé. J'ai serré la main du doyen seul, sans personne pour me photographier, pour crier mon nom, pour pleurer de fierté. Dans les gradins, des centaines de familles applaudissaient leurs enfants. Des pères filmaient avec leur téléphone. Des mères pleuraient de joie. Des grands-parents brandissaient des pancartes. Ma place était vide. Après la cérémonie, j'ai vu mes camarades de promotion célébrer avec leurs proches. Champagne, embrassades, rires. Je me suis éclipsé discrètement. Mon diplôme roulait dans ma main. J'ai marché jusqu'à mon studio, les talons claquant sur le trottoir, le soleil de juin me brûlant le visage. Dans mon appartement, j'ai rangé la robe blanche dans le placard. J'ai posé le diplôme sur l'étagère, à côté de celui de ma licence, obtenue 3 ans plus tôt. Elle n'était pas venue non plus ce jour-là. Désolé ma chérie, Lucas est malade. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'email de la banque Rothschild & Associés brillait dans ma boîte de réception. Une offre d'emploi comme analyste financière junior à Paris. Salaire, 45 000 € brut annuel. Date de début, 1er septembre. J'avais accepté l'offre une semaine plus tôt, mais je n'en avais parlé à personne, surtout pas à ma mère. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision. Une décision qui allait changer le cours de ma vie. Si ma mère ne voulait plus de moi dans sa vie, je n'allais pas me battre pour y rester. J'allais disparaître, complètement, effacer toute trace. Recommencer ailleurs, sans elle, sans cette famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Je n'allais pas lui faire de scène, pas lui envoyer de longs messages accusateurs. J'allais simplement partir, silencieusement. Comme elle m'avait fait disparaître de sa vie, je la ferais disparaître de la mienne. Et un jour peut-être elle comprendrait ce qu'elle avait perdu. Avez-vous déjà été abandonné par quelqu'un que vous aimiez? Partagez votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de cette histoire. Cliquez sur la cloche pour être notifié. Chapitre 2. L'effacement. Les 3 mois qui ont suivi ont été méthodiques, chirurgicaux. J'avais toujours été organisé, mais là, je suis devenu une machine. Chaque geste était calculé, chaque décision pesée. D'abord, j'ai changé mon numéro de téléphone, un nouveau numéro que personne de mon ancienne vie ne connaîtrait. Puis, j'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout. En une soirée, Mathilde Mercier a disparu du monde digital. Plus de photos, plus de publications, plus de traces. J'ai vidé mon studio à Lyon avec une efficacité militaire. Les meubles vendus sur le Bon Coin, les vêtements que je ne porterai plus donnés à Emmaüs, les livres, les souvenirs, tout ce qui me rattachait à cette vie. J'ai gardé l'essentiel, mes diplômes, quelques photos de mon père décédé quand j'avais 12 ans et mes vêtements de travail. Ma mère a essayé de m'appeler 2 fois durant cette période. La première fois, 15 jours après la remise de diplôme.
J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran, mon cœur battant la chamade. J'ai laissé sonner. Elle n'a pas laissé de message vocal. La deuxième fois, c'était mi-août. Cette fois, elle a laissé un message. « Mathilde, ma chérie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien. Patrick et moi organisons un barbecue le week-end prochain. Tu devrais venir. Rappelle-moi. Bisous. » Un barbecue. Après m'avoir abandonné le jour le plus important de ma vie universitaire, elle m'invitait à un barbecue comme si de rien n'était. Comme si son absence n'avait pas été une lame plantée dans mon cœur. Je n'ai pas rappelé. Le 25 août, j'ai pris le train pour Paris. Tous mes biens tenaient dans 2 valises et un carton. L'appartement que j'avais loué était un studio de 25 mètres carrés dans le 13e arrondissement. Petit, mais fonctionnel. Surtout, il était à 470 km de Lyon. À 470 km de ma mère et de sa nouvelle famille parfaite. Mon premier jour chez Rothschild & Associés fut électrisant. Les bureaux se trouvaient avenue Matignon, dans le 8e arrondissement. Des murs de verre, du marbre, des costumes à 3 000 €. J'étais la plus jeune de l'équipe d'analystes, la seule femme aussi. Mes collègues me regardaient avec ce mélange de curiosité et de condescendance que les jeunes femmes connaissent bien dans la finance. Mais je m'en fichais. J'étais là pour travailler, pas pour me faire des amis. Chaque dossier était une opportunité de prouver ma valeur. Chaque rapport, une chance de montrer que j'étais meilleur qu'eux tous. Je travaillais 80 heures par semaine. J'arrivais la première, je partais la dernière. Le week-end, je perfectionnais mes modèles financiers. J'apprenais. J'absorbais tout comme une éponge. Les fusions-acquisitions, les valorisations d'entreprises, les restructurations de dettes. Je dévorais chaque dossier avec une faim insatiable. La solitude ne me pesait pas. Au contraire, elle était libératrice. Personne ne me demandait pourquoi je ne rentrais pas chez moi pour les vacances. Personne ne connaissait mon histoire. À Paris, j'étais une page blanche, une nouvelle Mathilde. Ma mère a tenté de me joindre encore 3 fois en septembre. J'ai changé de numéro à nouveau fin octobre. Cette fois, je ne l'ai dit à personne, même pas à mes rares amis de lycée avec qui je gardais encore contact. Mathilde Mercier était morte. Une nouvelle version était née, plus forte, plus déterminée, invulnérable. Chapitre 3. L'ascension silencieuse. Les mois se sont transformés en années. Ma vie s'est construite pierre par pierre, loin du regard de ceux qui m'avaient abandonné. À 25 ans, j'étais promu analyste senior. Mon salaire avait doublé. Je gagnais maintenant 90 000 € par an. Pas mal pour une fille qui avait grandi dans un appartement HLM à Vénissieux, qui avait travaillé comme serveuse pendant ses études pour payer son loyer. J'ai quitté mon studio pour un appartement 2 pièces dans le Marais. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Mes meubles, mes choix, mon sanctuaire. Les murs blancs, des plantes vertes, des livres partout. Aucune photo de famille, aucun souvenir de Lyon. Mon patron, Monsieur Devreux, un homme de 55 ans aux tempes grises, m'a prise sous son aile. « Vous avez un don, Mathilde », m'a-t-il dit un soir alors que nous terminions un dossier de fusion à minuit. « Vous voyez des opportunités là où les autres ne voient que des chiffres. » Il avait raison. J'avais développé une intuition presque surnaturelle pour détecter les entreprises sous-évaluées, les potentiels de croissance cachés. Mes recommandations rapportaient des millions à nos clients. À 27 ans, on m'a proposé un poste de directrice adjointe. J'hésitais, c'était beaucoup de responsabilités. Mais Monsieur Devreux a insisté, « Vous êtes prête, Mathilde. » Plus que prête. J'ai accepté. Mon salaire a grimpé à 150 000 € annuels, plus bonus. J'ai déménagé dans un appartement de 80 mètres carrés avec vue sur la Seine. J'ai commencé à investir mon propre argent dans l'immobilier, dans des start-up prometteuses. Durant toutes ces années, je n'ai jamais cherché à savoir ce qui se passait à Lyon. Pas un coup d'œil sur les réseaux sociaux de ma mère. De toute façon, je n'avais plus de compte. Pas de questions à d'anciennes connaissances. Rien. Ma mère et sa famille étaient devenus des fantômes, des personnages d'une vie antérieure qui ne m'appartenait plus. Parfois, tard le soir, seul dans mon appartement, je me demandais si elle pensait à moi, si elle se demandait où j'étais, ce que j'étais devenu, si mon absence lui pesait. Puis je chassais ces pensées. Elles ne servaient à rien. À 29 ans, j'ai créé ma propre société de conseil en investissement. Mercier Capital Advisory. Un bureau chic rue de Rivoli, 3 employés, des clients prestigieux. Mes revenus ont explosé. 300 000 € la première année, 500 000 la deuxième. J'étais devenue celle que je voulais être, puissante, indépendante, invisible pour ceux qui m'avaient rejeté. Chapitre 4. La machine à réussir. À 31 ans, j'étais méconnaissable. Physiquement d'abord. J'avais laissé pousser mes cheveux bruns, autrefois coupés courts. Je les portais maintenant en un chignon élégant.
Mon style vestimentaire avait évolué. Tailleur Chanel, escarpin Louboutin, sac Hermès. Pas par vanité, mais parce que dans mon monde, l'apparence était un code qu'il fallait maîtriser. Mais le changement le plus profond était intérieur. La Mathilde timide, celle qui cherchait désespérément l'approbation de sa mère, avait disparu. À sa place, se tenait une femme d'affaires redoutable, respectée, crainte même. Mercier Capital Advisory gérait maintenant un portefeuille de 50 millions d'euros. Mes clients incluaient des chefs d'entreprise, des héritiers de grandes fortunes, des cadres supérieurs cherchant à optimiser leurs investissements. Mon équipe comptait 15 personnes. Mon bureau occupait 2 étages d'un immeuble haussmannien. J'avais également diversifié mes activités. J'avais investi dans 4 startups technologiques, dont 2 étaient devenues des licornes valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Ma fortune personnelle avoisinait les 8 millions d'euros. Pas encore ultra riche, mais très à l'aise. Les magazines économiques commençaient à parler de moi. Mathilde Mercier, la reine Midas de la finance parisienne. À 31 ans, elle conseille les plus grandes fortunes de France. Des demandes d'interview pleuvaient. J'en acceptais quelques-unes, toujours dans des publications spécialisées. Jamais dans la presse grand public. Je restais discrète sur ma vie privée. Aucune mention de ma famille, de mes origines lyonnaises. Dans ces interviews, je parlais de mon parcours de manière vague. Issu d'un milieu modeste, j'ai financé mes études en travaillant. Point. Pas de détails, pas de nom, pas de ville. Mathilde Mercier était une énigme, une self-made woman sans passé apparent. Mon assistante, Élise, une femme de 40 ans d'une efficacité redoutable, gérait mon agenda avec une précision militaire. Réunions, conférences, déjeuners d'affaires. Ma vie était un tourbillon contrôlé. Je sortais peu. Quelques dîners professionnels, des vernissages occasionnels pour le réseau. Pas de vie amoureuse sérieuse. Quelques relations sans lendemain, mais rien qui ne menace mon indépendance chèrement acquise. L'amour, la famille, l'attachement, c'étaient des luxes que je ne pouvais plus me permettre, des faiblesses que j'avais éradiquées. Un soir de novembre, alors que je travaillais tard dans mon bureau, Élise est entrée avec une invitation. « Madame Mercier, vous avez été invitée au gala de la Fondation des entreprises contre le cancer. C'est le 15 décembre, à Lyon. » Lyon. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Lyon. Je n'y avais pas mis les pieds depuis 8 ans. 8 ans d'exil volontaire. « Qui organise ?» ai-je demandé d'une voix neutre. « La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. C'est un événement prestigieux. Le gratin économique de la région sera présent. » J'ai regardé l'invitation. Papier épais, lettrage doré. Nous serions honorés de compter mademoiselle Mathilde Mercier parmi nos invités d'honneur. Invité d'honneur, à Lyon, dans ma ville natale que j'avais fui comme une voleuse. Dois-je décliner ? A demandé Élise, voyant mon hésitation. J'ai fixé l'invitation longuement. Une partie de moi voulait la déchirer, jeter les morceaux à la poubelle. Mais une autre partie, celle que j'avais soigneusement construite durant ces 8 années, voyait une opportunité. « Non », ai-je dit finalement. « Acceptez, je vais y aller. » Élise a hoché la tête et est sortie. Je suis resté seul dans mon bureau, l'invitation entre les mains. Lyon. Ma mère était toujours là-bas, sans doute, avec Patrick, Thomas, Chloé, Lucas, sa vie parfaite avec sa famille parfaite. Elle ne savait probablement même pas ce que j'étais devenu. Pour elle, j'étais sûrement toujours Mathilde, la petite fille invisible, celle qu'on pouvait oublier sans conséquence. Un sourire froid est apparu sur mes lèvres. Elle allait découvrir qui j'étais devenu, pas parce que je le lui dirais, mais parce que le destin parfois a un sens de l'ironie très développé. Chapitre 5. Le retour de l'ombre. Le 15 décembre, j'ai pris le TGV pour Lyon. Première classe, bien sûr. Mon assistante avait réservé une suite au Grand Hôtel Dieu, l'établissement 5 étoiles du centre-ville. 2 nuits, le temps du gala et d'éventuelles réunions le lendemain. Dans le train, j'ai regardé le paysage défiler, les champs enneigés de la Bourgogne, puis les collines du Beaujolais. Mon cœur battait plus vite à mesure que nous approchions. 8 ans. 8 ans sans fouler le sol lyonnais. Je portais un tailleur noir Saint-Laurent, des escarpins Louboutin nudes, un sac Kelly Hermès, mes cheveux relevés en chignon sophistiqué, un maquillage discret mais impeccable. La Mathilde de 23 ans, celle qui avait quitté Lyon dans un train de nuit avec 2 valises, aurait été terrifiée de cette femme que j'étais devenue. L'hôtel était magnifique. Ma suite donnait sur la Saône. J'ai passé l'après-midi à me préparer pour le gala. Robe de soirée Dior noir, décolleté élégant mais sobre, bijoux discrets, un collier de perles et des boucles d'oreilles en diamant, talons de 12 cm, maquillage parfait, cheveux lâchés en vagues souples. Dans le miroir, je ne reconnaissais presque pas la femme qui me regardait. Était-ce vraiment moi? Cette femme sûre d'elle, élégante,
puissante. Le gala se tenait à la Cité internationale, dans une salle somptueuse, avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Quand je suis arrivé dans ma voiture avec chauffeur, des flashs ont crépité, des photographes. Je n'avais pas anticipé cela. Mademoiselle Mercier, par ici. Mathilde, un sourire. J'ai souri poliment et suis entré. Le hall était bondé. Des centaines de personnes en tenue de soirée. Champagne, petit four, orchestre de musique classique. Le gratin économique lyonnais était effectivement présent. Le président de la CCI m'a accueilli personnellement. Mademoiselle Mercier, quel honneur de vous avoir parmi nous. Votre succès est une inspiration. Lyon est fier de vous. Lyon est fier de moi. L'ironie m'a fait sourire intérieurement. Lyon m'avait vu naître, grandir dans la précarité, lutter pour payer mes études. Lyon m'avait vu partir sans fanfare, abandonné par ma propre mère. Et maintenant, Lyon était fier de moi. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être ici. On m'a présenté à des dizaines de personnes. PDG, entrepreneurs, politiciens locaux. Tous voulaient échanger leurs cartes de visite, parler d'opportunités d'investissement. J'ai navigué dans cette foule avec l'aisance que j'avais développée au fil des ans. Puis, alors que je discutais avec le directeur régional de BNP Paribas, je l'ai vue, ma mère. Elle était à 10 mètres de moi, dans un groupe de femmes élégantes. Elle portait une robe cocktail bleue, ses cheveux blonds, teints, je le savais, coiffés en un carré sophistiqué. Elle avait vieilli, bien sûr. Des rides au coin des yeux, un peu plus de rondeur. Mais c'était elle, indéniablement. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains sont devenues moites. Toute ma confiance accumulée s'est évaporée d'un coup. J'étais redevenu, l'espace d'un instant, la petite fille de 23 ans qui attendait désespérément l'approbation de sa mère. Puis j'ai respiré profondément. Non, je n'étais plus cette fille. Je ne le serai plus jamais. Ma mère ne m'avait pas encore vu. Elle riait avec ses compagnes, un verre de champagne à la main. J'ai continué ma conversation avec le directeur de BNP, mais mon attention était divisée. Du coin de l'œil, j'observais ma mère. Qui était-elle maintenant? Que faisait-elle à ce gala? Patrick devait avoir réussi dans les affaires pour qu'il soit invité ici. « Excusez-moi, ai-je dit au directeur, je dois saluer quelqu'un. » J'ai traversé la salle, mon cœur battant de plus en plus fort. Ma mère était de dos maintenant, parlant avec une femme en robe rouge. Je me suis approché du groupe, feignant d'admirer une sculpture exposée à proximité. Ma mère a tourné la tête et nos regards se sont croisés. Rien. Pas une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle m'a regardé comme on regarde une inconnue, puis a détourné le regard pour continuer sa conversation. Elle ne m'avait pas reconnu. 8 ans. 8 ans sans me voir, et ma propre mère ne me reconnaissait pas. La douleur a été instantanée, viscérale, mais quelque chose d'autre est monté en moi. Une satisfaction froide, amère. Si elle ne me reconnaissait pas, c'était parfait. Je pourrais observer de loin, comprendre qui elle était devenue, ce qu'était sa vie, et quand le moment serait venu, si jamais il venait, la révélation n'en serait que plus délicieuse. Que feriez-vous à sa place? Vous révéleriez-vous immédiatement ou attendriez-vous le bon moment? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Chapitre 6. L'invisible reconnu. Le dîner de gala a été une torture exquise. Les tables étaient organisées par ordre d'importance. J'étais à la table d'honneur, à 3 mètres de l'estrade. Ma mère et Patrick étaient à une table au milieu de la salle, table numéro 15. Pas la pire, mais loin des privilégiés. J'ai appris, grâce aux conversations autour de moi, que Patrick dirigeait maintenant une PME de 40 employés spécialisée dans la distribution de matériel médical. Une entreprise rentable, mais modeste comparée aux géants industriels présents ce soir. Ma mère, elle, ne travaillait pas. Épouse au foyer, a précisé une des convives quand j'ai innocemment posé la question. Durant le repas, j'ai observé ma mère. Ses gestes, ses sourires, sa façon de parler avec animation à ses voisins de table. Elle semblait heureuse, épanouie. Aucune trace de culpabilité, de regret, de chagrin pour la fille qu'elle avait abandonnée 8 ans plus tôt. Cette constatation m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Elle avait continué sa vie sans moi, et manifestement mon absence n'avait laissé aucune cicatrice. Après le plat principal, le président de la CCI est monté sur scène pour un discours. Il a remercié les sponsors, les organisateurs. Puis il a annoncé « Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle, une femme qui incarne la réussite entrepreneuriale, qui prouve que le talent et la détermination peuvent mener au sommet. » Mademoiselle Mathilde Mercier, fondatrice de Mercier Capital Advisory, a accepté de nous dire quelques mots. Des applaudissements ont éclaté. Je me suis levé, souriant poliment, et me suis dirigé vers l'estrade. Mon cœur battait la chamade.
mais mon visage restait impassible. Sur scène, face à 500 personnes, j'ai pris le micro. Les projecteurs m'aveuglaient presque. Dans la salle, je distinguais à peine les visages. Mais je savais que ma mère était là, quelque part, dans cette foule. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, ma voix claire et assurée. « Merci pour cette invitation et cet accueil chaleureux. C'est émouvant de revenir à Lyon, la ville qui m'a vu grandir. » J'ai parlé pendant 10 minutes, de mon parcours, de mes études financées par mes propres moyens, de mes débuts difficiles dans la finance parisienne, de la création de ma société. J'ai omis certains détails, le nom de mon quartier d'enfance, mes années de galère. Mais j'ai mentionné que j'avais grandi dans un milieu modeste, que j'avais travaillé dur pour m'en sortir. Les obstacles ne sont que des opportunités déguisées, ai-je conclu. Et parfois, les moments les plus douloureux de notre vie sont ceux qui nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Des applaudissements nourris ont suivi. Je suis redescendu de scène, des dizaines de personnes venant me féliciter, me serrer la main. J'ai cherché ma mère du regard. Elle était toujours à sa table, applaudissant poliment. Toujours aucune reconnaissance dans son regard. Après le dessert, alors que les convives se dispersaient pour le cocktail, une femme s'est approchée de moi. Rousse, la quarantaine, élégante. « Mademoiselle Mercier, je suis Caroline Dubois, journaliste au Progrès. J'aimerais beaucoup faire un portrait de vous pour notre édition du week-end. Une fille de Lyon qui a conquis Paris, c'est une belle histoire. » J'ai hésité. Un article dans le journal local. Ma mère le lirait peut-être. Bien sûr, ai-je accepté. Contactez mon assistante pour fixer un rendez-vous. Elle m'a tendu sa carte, puis, baissant la voix, « Si vous permettez une question personnelle, vous avez parlé de votre parcours, mais vous n'avez jamais mentionné votre famille. Vos parents sont-ils toujours à Lyon ?» La question m'a prise au dépourvu. J'ai senti mon masque se fissurer légèrement. « Ma famille est un sujet que je préfère garder privé », ai-je répondu avec un sourire forcé. Caroline a hoché la tête, comprenant qu'elle avait touché un point sensible. Plus tard dans la soirée, alors que je parlais avec un entrepreneur de la tech lyonnaise, j'ai senti une présence à côté de moi. Je me suis retourné. Ma mère se tenait là, à moins d'1 mètre. « Excusez-moi », a-t-elle dit avec un sourire poli. « Je voulais vous féliciter pour votre discours. C'était très inspirant. » Son parfum. Je reconnaissais son parfum. Chanel D05, le même qu'elle portait quand j'étais petite. « Merci », ai-je répondu, ma voix étrangement calme malgré le chaos dans mon cœur. « C'est gentil. » Elle m'a tendu la main. « Véronique Lamarche. Mon mari Patrick et moi sommes dans le médical. » Lamarche. Elle avait pris le nom de Patrick, plus de Mercier. Elle avait effacé jusqu'à mon nom de famille. J'ai serré sa main. Enchanté. Nous sommes restés face à face quelques secondes. Ses yeux bleus, les mêmes que les miens, me scrutaient sans me voir vraiment. Comment était-ce possible? Comment une mère pouvait-elle ne pas reconnaître sa propre fille? Vous avez dit avoir grandi à Lyon, a-t-elle continué. Dans quel quartier? Vénissieux, ai-je lâché, testant sa réaction. Rien. Pas un tressaillement. Pourtant, c'était là que nous avions vécu, elle et moi, après la mort de mon père, dans cet appartement HLM du quartier Minguette. « Oh !» a-t-elle dit avec une moue compatissante. « Ce n'est pas le quartier le plus facile. Vous avez dû travailler dur pour vous en sortir. »« En effet, » ai-je répondu, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. « J'ai dû compter uniquement sur moi-même. Ma famille n'était pas vraiment présente. »« C'est dommage, » a-t-elle soupiré. « La famille, c'est important. Moi, j'ai 3 enfants. Thomas, Chloé, Lucas. Ils sont toute ma vie. 3 enfants. Elle en avait 4. Mais visiblement, je ne comptais plus. Comme c'est touchant, ai-je murmuré, ma voix glaciale malgré moi. Patrick s'est approché, interrompant notre conversation. Un homme d'une 50aine d'années, bedonnant sourire commercial. « Chérie, on devrait y aller. La baby-sitter nous attend. » Baby-sitter. Lucas avait 14 ans maintenant. Quel âge devait avoir le baby-sitter? « Oui, tu as raison, » a acquiescé ma mère. Elle s'est tournée vers moi. « Ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle Mercier. Peut-être nos chemins se recroiseront-ils. »« Peut-être, » ai-je répondu. Et elle est partie au bras de Patrick, sans un regard en arrière, comme elle l'avait fait 8 ans plus tôt. Chapitre 7. Les fils du destin. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma suite avec un mal de tête lancinant. J'avais à peine dormi, hanté par l'image de ma mère me serrant la main sans me reconnaître. J'ai commandé un café noir et me suis installé sur la terrasse, malgré le froid de décembre. Mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. Article du Progrès publié ce matin. Première page de la section économie. Je vous envoie le lien. J'ai cliqué. Ma photo, prise hier soir, occupait un tiers de la page. Mathilde Mercier, l'étoile montante de la finance française, fille de Lyon revenue en conquérante. L'article de Caroline Dubois était élogieux. Trop peut-être. Elle détaillait mon parcours, mes réussites,
ma fortune estimée. Elle mentionnait aussi mes origines modestes, mon enfance à Vénissieux. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, préfixe 04, région lyonnaise. Allô? Mathilde? Cette voix. Mon cœur s'est arrêté. Je l'aurais reconnue entre mille. C'est moi, maman. C'est Véronique. Silence. Long. Lourd. J'ai lu l'article ce matin. Dans le journal. Mathilde Mercier. Au début, je me suis dit que c'était une coïncidence. Mercier, c'est un nom commun. Mais Vénissieux, et les photos, mon Dieu Mathilde, c'est vraiment toi. Je n'ai pas répondu. Ma gorge était nouée. Mathilde, ma chérie, pourquoi tu ne m'as rien dit hier soir? Tu étais là, à 3 mètres de moi, et tu n'as rien dit. J'étais juste devant toi et je ne t'ai pas reconnu. Sa voix tremblait, entre choc et reproche, comme si c'était ma faute. Tu ne m'as pas reconnu, ai-je finalement articulé, chaque mot pesant une tonne. Tu as tellement changé, tes cheveux, ton allure, tu es devenu quelqu'un d'autre? Non, je voulais dire, tu es magnifique, splendide. Je suis tellement fier de toi. Fier, ce mot que j'avais attendu toute ma vie, qu'elle le prononce maintenant, après avoir lu un article de journal, après m'avoir vu entouré de gens importants, après avoir réalisé que j'étais quelqu'un, c'était insupportable. Où as-tu trouvé mon numéro? Ai-je demandé froidement. J'ai appelé ton entreprise. Ton assistante m'a dit que tu étais encore à Lyon. Elle m'a passé ton numéro de portable. Mathilde, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on parle. Ça fait 8 ans. 8 ans que tu as disparu. J'étais tellement inquiète. Inquiète. Le mensonge était si évident qu'il en devenait grotesque. Vraiment? Tu étais inquiète? Bien sûr. Tu as changé de numéro, supprimé tes réseaux sociaux. J'ai essayé de te joindre, de te retrouver. Tu as essayé 2 fois. 2 appels en 3 mois. Puis plus rien. Silence à l'autre bout du fil. Je pensais que tu avais besoin d'espace. Que tu étais fâché contre moi. Fâché. Un rire amer m'a échappé. Fâché pourquoi, maman? Pour avoir raté ma remise de diplôme, pour m'avoir oublié à Noël, pour avoir choisi un match de football plutôt que ta fille? Mathilde, je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu ne peux pas comprendre comme c'était difficile de gérer une famille recomposée. Patrick avait ses enfants, j'avais Lucas, et tu m'avais moi. Mais j'ai cessé de compter, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai, tu comptais, tu comptes toujours. Arrête. Ma voix était tranchante comme du verre brisé. Arrête de mentir. Tu ne m'as pas reconnu hier soir. Ta propre fille. 8 ans sans me voir, et quand je suis devant toi, tu ne me vois pas. Tu sais ce que ça dit de notre relation? J'étais sous le choc. Tu as tellement changé. J'ai été obligé de changer. Parce que la Mathilde que tu connaissais, celle qui quémandait ton amour, ton attention, ta présence, elle est morte le jour où tu as choisi de ne pas venir à sa remise de diplôme. J'ai entendu un sanglot à l'autre bout du fil. Mathilde, s'il te plaît, donne-moi une chance, laisse-moi me rattraper, on peut déjeuner ensemble, parler. De quoi veux-tu parler, maman? De comment tu as reconstruit ta vie en m'effaçant? De comment tu as réussi à oublier que tu avais une fille aînée? Je ne t'ai jamais oublié, jamais. Vraiment? Hier soir, quand tu m'as parlé de tes 3 enfants, Thomas, Chloé, Lucas, tu m'as oublié. Encore une fois. Silence. Long, pesant. Je ne savais pas que c'était toi. Justement, c'est bien là le problème. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Des larmes brûlantes coulaient sur mes joues. Je les ai essuyées rageusement. Non, je ne lui donnerai pas la satisfaction de me faire pleurer. Mon téléphone a sonné à nouveau. Elle rappelait. J'ai refusé l'appel. Puis un message. S'il te plaît, Mathilde, donne-moi juste une chance. J'ai éteint mon téléphone. Chapitre 8. La lumière dans l'obscurité. Je suis resté à Lyon 2 jours de plus que prévu. Non pas pour voir ma mère, j'avais ignoré ses 23 appels et 15 messages, mais pour rencontrer d'anciens professeurs de l'université. Certains se souvenaient de moi, de cette étudiante sérieuse et discrète qui travaillait nuit et jour. « Vous étiez une de mes meilleures élèves », m'a dit le professeur Arnaud, mon ancien directeur de mémoire. « Je savais que vous iriez loin, mais franchement, je n'imaginais pas à quel point. Nous avons déjeuné dans un restaurant chic de la presqu'île. Il m'a parlé de ses recherches actuelles, de ses nouveaux étudiants. Puis, il a posé la question. « Votre mère doit être très fière, non ?» J'ai souri tristement. Elle l'est maintenant. Maintenant qu'elle sait qui je suis devenu. Il a froncé les sourcils, sentant qu'il y avait une histoire plus sombre derrière mes mots. Le soir du 3e jour, alors que je préparais ma valise pour rentrer à Paris, on a frappé à la porte de ma suite. Je n'attendais personne. J'ai regardé par l'œilleton. Ma mère. Elle était seule, vêtue d'un manteau beige, les cheveux légèrement en désordre. Elle avait l'air fatiguée, vieille même. J'ai ouvert la porte mais suis resté dans l'encadrement, bloquant l'entrée. « Comment as-tu su que j'étais ici ?»
J'ai appelé tous les hôtels de luxe de Lyon. Tas, pourquoi es-tu venu? Parce que tu ne réponds pas à mes appels. Parce que je dois te parler. S'il te plaît, Mathilde. 5 minutes. J'ai hésité, puis me suis écarté. Elle est entrée dans la suite, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés. La décoration luxueuse, la vue sur la ville, le piano à queue dans le salon. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle s'est retournée vers moi et pour la première fois j'ai vu de vraies larmes dans ses yeux. Je veux te dire que je suis désolé. Sincèrement, profondément désolé. Pourquoi exactement? Pour tout. Pour ne pas être venu à ta remise de diplôme. Pour t'avoir négligé. Pour avoir laissé Patrick et ses enfants prendre toute la place. Pour t'avoir oublié. Tu m'as oublié? Elle a baissé les yeux. Pas vraiment oublié. Mais j'ai arrêté de me battre pour te garder dans ma vie quand tu as disparu. J'ai pensé que c'était ce que tu voulais. De l'espace, de la distance. Ce que je voulais, c'était une mère. Je sais, et je n'en ai pas été une. Pas une bonne, en tout cas. Après la mort de ton père, j'étais perdu. Puis j'ai rencontré Patrick, et il m'a offert une nouvelle chance, une nouvelle famille, et je me suis dit que tu étais grande, que tu n'avais plus besoin de moi. J'avais 17 ans quand tu as épousé Patrick. Je sais. J'avais besoin de toi, pendant mes études, quand je galérais à payer mon loyer, quand je travaillais jusqu'à minuit, puis me levais à 6 heures pour aller en cours, j'avais besoin de ma mère. Et je n'étais pas là. Ses larmes coulaient librement maintenant. Mathilde, je ne peux pas effacer ces années. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Mais je peux te promettre que maintenant, je suis là. Si tu veux bien me laisser une chance. Je l'ai regardée longuement. Cette femme qui m'avait mise au monde, qui m'avait bercée petite, qui m'avait appris à faire du vélo. Cette même femme qui m'avait abandonné émotionnellement dès qu'une nouvelle vie plus attrayante s'était présentée. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi tu veux me récupérer maintenant que je suis riche et célèbre? Ce n'est pas ça. Vraiment? Tu ne m'as pas reconnu hier soir. Mais dès que tu as vu mon nom dans le journal, dès que tu as su que j'étais quelqu'un d'important, là tu as voulu me retrouver. Non. Enfin oui, le journal a été un choc, mais ce n'est pas pour ton argent ou ta célébrité. C'est parce que j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Ma fille, ma première fille, celle que j'ai portée, élevée seule après la mort de ton père. Si tu m'aimais vraiment, tu serais venu à ma remise de diplôme. Elle a fermé les yeux, des larmes glissant sur ses joues. Je sais, c'est le plus grand regret de ma vie. Tu as beaucoup de regrets, apparemment. Le silence s'est installé entre nous. Lourd, douloureux. Finalement, j'ai soupiré. Je ne sais pas si je peux te pardonner, maman. Peut-être un jour, mais pas maintenant. La blessure est encore trop fraîche. Je comprends. Je rentre à Paris demain. J'ai une vie là-bas. Une vie que j'ai construite sans toi. Est-ce que je peux t'appeler de temps en temps? J'ai hésité, puis hoché la tête. Tu peux. Mais je ne promets pas de répondre à chaque fois. C'est déjà plus que ce que je mérite. Elle s'est approchée, hésitante, et m'a prise dans ses bras. J'ai laissé faire, mais mes bras sont restés le long de mon corps. Je ne pouvais pas lui rendre son étreinte. Pas encore. Quand elle est partie, j'ai regardé par la fenêtre la ville s'illuminer dans la nuit. Lyon, ma ville natale, la ville de mes souffrances, et désormais de mes triomphes. Chapitre 9. Le prix de l'absence. De retour à Paris, j'ai repris ma vie effrénée. Réunions, dossiers, investissements. Mais quelque chose avait changé. Ma mère appelait tous les dimanches. Au début, je ne décrochais pas. Puis, au bout de 3 semaines, j'ai répondu. Les conversations étaient brèves, maladroites. Elle me racontait sa semaine, me posait des questions sur mon travail. Je répondais poliment, sans m'investir émotionnellement. C'était comme parler à une connaissance lointaine. En février, elle m'a invité à déjeuner à Lyon. J'ai refusé. En mars, elle a proposé de venir à Paris. J'ai accepté, à contre-cœur. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du 7e arrondissement. Elle portait sa plus belle robe, visiblement nerveuse. Je portais un tailleur de travail, venant directement d'une réunion. « Tu es magnifique », a-t-elle dit en me voyant. « Merci. » Le déjeuner a été tendu. Elle essayait de combler 8 ans de silence en 2 heures. Elle me parlait de Thomas qui était entré en école d'ingénieur, de Chloé qui étudiait le droit, de Lucas qui était un prodige au piano. « Et toi ?» ai-je finalement demandé. « Comment vas-tu, toi ?» Elle a semblé surprise par la question. « Moi ? Je vais bien. Patrick travaille beaucoup. La maison est grande depuis que les enfants sont partis. Tu te sens seule ?» Elle a baissé les yeux. « Parfois ? Oui. J'ai ressenti une pointe de satisfaction malsaine, puis de la culpabilité pour avoir ressenti cette satisfaction. « Tu aurais pu m'avoir, moi, ai-je murmuré, si tu avais fait des choix différents. Je sais. »
Elle a sorti une enveloppe de son sac. J'ai trouvé ça en rangeant le grenier la semaine dernière. C'était une photo. Moi, à 6 ans, dans les bras de ma mère. Nous rions toutes les deux, mes petites mains agrippées à son cou. C'était quelques mois avant la mort de mon père. On était heureuse, a-t-elle dit, sa voix tremblante, avant que tout devienne compliqué, avant que je fasse tout foirer. J'ai regardé la photo longuement. Cette petite fille insouciante, cette mère aimante, où était-elle passée? Garde-la, a-t-elle ajouté. Elle est à toi. J'ai glissé la photo dans mon sac. Merci. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans un silence plus confortable. À la fin, alors que nous nous apprêtions à partir, elle a pris ma main. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux faire partie de ton futur, si tu me laisses. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de serrer brièvement sa main avant de la lâcher. Les mois ont passé. Les déjeuners sont devenus mensuels, puis bimensuels. Les conversations, plus faciles. Elle a arrêté d'essayer de justifier ses erreurs et a simplement commencé à me connaître. La nouvelle Mathilde. Celle que j'étais devenue. En juin, elle m'a invité à un barbecue familial. Thomas a fini son année d'études avec mention. On fait une petite fête. J'aimerais que tu viennes. J'ai hésité. Rencontrer sa vraie famille, ses enfants préférés. Mon estomac s'est noué. Je vais réfléchir. Finalement, j'ai accepté. Plus par curiosité que par envie de réconciliation. Le barbecue était dans le jardin de leur grande maison de Caluire et Cuire, un quartier chic de Lyon. En arrivant, j'ai été frappé par l'opulence du lieu. Piscine, terrasse en teck, barbecue professionnel, bien différent de notre ancien appartement HLM. Thomas était un grand jeune homme brun, réservé. Chloé, une jolie blonde volubile. Lucas, un adolescent timide aux yeux intelligents. Ils m'ont regardé avec curiosité quand ma mère m'a présenté. Les enfants, voici Mathilde, ma fille aînée. Le silence qui a suivi était éloquent. Ils savaient que j'existais, bien sûr. Mais j'étais un fantôme dans leur vie familiale. La riche de Paris, a lâché Thomas avec un sourire en coin. Maman nous a montré l'article. Impressionnant. Merci, ai-je répondu, ne sachant pas si c'était un compliment ou une pique. Le barbecue a été étrange. J'étais l'étrangère dans cette famille soudée. Patrick essayait d'être sympathique, mais son malaise était palpable. Les enfants me posaient des questions polies sur mon travail, ma vie parisienne. À un moment, Lucas s'est approché de moi. « Tu es vraiment riche ?»« Lucas !» l'a grondé ma mère. « Ce n'est pas grave, ai-je dit. Oui, je gagne bien ma vie. Pourquoi on ne te voyait jamais avant ?» La question innocente d'un adolescent, mais tellement chargée. « Parce que j'étais fâché contre ta maman, ai-je répondu honnêtement. Et maintenant, tu l'es plus ?» J'ai regardé ma mère, qui nous observait de loin. « Je ne sais pas encore, ai-je admis. » Chapitre 10. La paix imparfaite. 1 an s'est écoulé depuis le gala de Lyon. 1 an de reconstruction lente, douloureuse, imparfaite d'une relation mère-fille qui avait été brisée en 1000 morceaux. Ma mère et moi ne serions jamais aussi proches qu'avant. Trop de temps perdu, trop de blessures. Mais nous avions trouvé un équilibre fragile. Des déjeuners mensuels, des appels téléphoniques hebdomadaires, des messages occasionnels. Elle avait commencé une thérapie. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, m'avait-elle expliqué. Pour devenir une meilleure personne, une meilleure mère. C'était trop tard pour effacer le passé, mais c'était quelque chose. En septembre, j'ai été invité à donner une conférence TEDx à Lyon sur le thème « Transformer la douleur en puissance ». J'ai hésité, puis accepté. Le jour de la conférence, la salle était pleine. 500 personnes. Au premier rang, ma mère, Patrick et mes 3 demi-frères et sœurs. Sur scène, sous les projecteurs, j'ai raconté mon histoire. Pas tous les détails, mais l'essence. Une fille abandonnée émotionnellement par sa mère, qui avait choisi de disparaître plutôt que de se battre, qui avait transformé sa douleur en carburant, qui avait construit un empire sur les ruines de son cœur brisé. Les blessures ne guérissent pas toujours complètement, ai-je dit, ma voix portant dans le silence absolu de la salle, mais elles peuvent nous rendre plus fortes. Elles peuvent nous montrer de quoi nous sommes capables quand nous n'avons plus rien à perdre. J'ai vu ma mère pleurer dans le public, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Aujourd'hui, je ne suis plus cette fille qui attendait désespérément l'approbation de sa mère, ai-je continué. Je suis une femme qui a appris à s'approuver elle-même, une femme qui a construit sa propre famille, pas de sang, mais de choix. Mes employés, mes amis, mes mentors, ils sont ma vraie famille. Après la conférence, ma mère m'a serré dans ses bras. « Je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré encore une fois. « Tellement désolée. »« Je sais », ai-je répondu. Et cette fois, j'ai rendu son étreinte. Nous ne serions jamais une famille normale. Trop d'eau avait coulé sous les ponts.
mais peut-être pouvions-nous être quelque chose d'autre, quelque chose d'imparfait mais de réel. Ce soir-là, dans ma suite d'hôtel, j'ai regardé la photo qu'elle m'avait donnée. La petite Mathilde de 6 ans insouciante dans les bras de sa mère. Cette petite fille était morte le jour où sa mère l'avait abandonnée. Mais de ses cendres était née une femme plus forte, plus déterminée, plus puissante. J'ai souri à mon reflet dans le miroir. J'avais gagné, pas contre ma mère, contre mes démons, contre le doute, contre la douleur. J'avais gagné contre moi-même. Épilogue. 5 ans plus tard. Aujourd'hui, à 38 ans, je dirige un fonds d'investissement de 500 millions d'euros. Je suis régulièrement invité à des conférences internationales. Forbes m'a classé parmi les 50 femmes d'affaires les plus influentes d'Europe. Ma mère et moi déjeunons ensemble une fois par mois. Nos conversations restent parfois superficielles, parfois profondes. Nous parlons de business, de politique, de livres, rarement du passé. C'est un territoire trop miné. Thomas travaille maintenant dans mon entreprise comme analyste junior. Il est brillant, travailleur. Parfois, je me demande si ma mère lui a demandé de postuler ou s'il l'a fait de son propre chef. Je ne lui ai jamais posé la question. Chloé est avocate à Paris. Nous déjeunons ensemble occasionnellement. Elle est devenue, étrangement, quelque chose comme une sœur. Lucas étudie à la Sorbonne. Il m'envoie des messages régulièrement, me demandant des conseils. Je réponds toujours. Ma mère a vieilli. Ses cheveux sont complètement gris maintenant. Elle ne l'éteint plus. Des rides profondes marquent son visage. Mais dans ses yeux, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Du respect. De l'admiration même. Elle ne me voit plus comme sa petite fille. Elle me voit comme une femme accomplie. Une femme qu'elle aurait aimé devenir peut-être. Est-ce que je l'ai pardonnée? Partiellement. La douleur est toujours là, tapie dans un coin de mon cœur. Mais elle ne me contrôle plus. Est-ce que nous sommes heureuses? À notre façon imparfaite, oui, l'autre jour elle m'a demandé « Si tu pouvais revenir en arrière, changerais-tu quelque chose ?» J'ai réfléchi longuement. Si elle était venue à ma remise de diplôme, je ne serais peut-être jamais parti. Je ne serais jamais devenu qui je suis aujourd'hui. Non, ai-je finalement répondu. Je ne changerai rien, parce que cette douleur m'a forgé. Elle m'a rendu invincible. Elle a souri tristement. Tu es extraordinaire, Mathilde, malgré moi, ou peut-être à cause de moi. Les deux, ai-je admis. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme forte, indépendante, accomplie. Une femme qui a transformé l'abandon en carburant pour la réussite. Une femme qui a appris que l'approbation la plus importante est celle qu'on se donne à soi-même. Ma mère m'a abandonné le jour de ma remise de diplôme. Ce jour-là, j'ai décidé de disparaître et d'effacer toute trace. Mais en vérité, je n'ai pas disparu. Je me suis trouvé. Cette histoire vous a touché? Avez-vous vécu une situation similaire? Comment avez-vous transformé votre douleur en force? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes de résilience et de transformation. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Rappelez-vous, les blessures peuvent devenir des ailes. La douleur peut devenir du pouvoir. Et parfois, disparaître est la première étape pour enfin se trouver. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire.